Bienvenue à tous dans le temps mort, l'émission qui décortique l'actu NBA. Après s'être intéressé aux favoris de la conférence Est, place aujourd'hui aux autres équipes. On va vous parler évidemment des outsiders, puis des équipes potentiellement playoffables, et enfin de ceux qui vont bien tanker. On pourra évidemment pas aborder toutes les équipes et épiloguer pendant des heures, du coup fans des Knicks, on se voit l'année prochaine, place tout de suite à notre preview du reste de la conférence Est. On débute avec une équipe que peut-être beaucoup d'entre vous classent parmi les favoris à l'Est, les Sixers. Comment résumer leur saison 2019-2020 sans avoir l'air trop désagréable ? Disons décevante ? Largement en dessous des attentes ? Bien sûr, une fois Ben Simmons blessé, Philly ne pouvait plus prétendre à grand-chose en play-off. Mais au-delà de cette fin, en eau de boudin, que ce soit en saison régulière ou dans l'attitude générale, l'équipe n'était pas dedans et ressemblait plus à un amas de talent individuel qu'à un réel collectif. Alors, les Sixers ont-ils réussi à rectifier la ligne lors de l'intersaison ? On dirait que oui. Premier changement notable au niveau de la direction. Exit Brett Brown pour le remplacer par Doc Rivers. Un choix plutôt cohérent. Si le Doc n'est pas un très grand stratège, il n'en demeure pas moins un bon meneur d'hommes. Il sait fédérer ses joueurs autour d'un objectif commun. Recréer une dynamique de groupe est d'ailleurs l'un des enjeux majeurs de la saison à venir à Philadelphie. Côté GM, Daryl Morey débarque et Elton Brand perd enfin du galon après avoir réussi la performance de tuer le process dans l'œuf. Des gens ont perdu leur travail pour moins que ça. Bref, passons. Comme on vous en a parlé dans un précédent temps mort, dès sa prise de fonction, Daryl Morey a réussi l'exploit de se débarrasser du contrat toxique d'Al Horford, pour pas trop cher en plus. L'intérieur n'avait pas réussi à trouver ses marques et niveau complémentarité, son duo avec Embiid était loin de faire des étincelles. L'objectif de l'ancien GM des Rockets était clair, du spacing. La saison dernière, Philly avait une adresse collective derrière l'arc de presque 37%. C'est très honnête. Le problème était à chercher du côté des tirs tentés. Les Sixers faisaient partie des 8 équipes qui shootaient le moins à 3 points. En gros, la sélection de tirs était bonne, mais l'équipe ne disposait que de rares menaces à longue distance. Est-ce problématique ? Dans ce cas précis, oui. Surtout quand tes deux franchise players sont avant tout des scoreurs intérieurs, quasi exclusivement pour Simmons d'ailleurs. Cela rend leur attaque plus facile à défendre. Il suffit, entre gros guillemets, de boucher l'accès à la raquette. Étirer l'attaque leur permettra au contraire de libérer de l'espace à l'intérieur pour Simmons et Embiid et sanctionner les adversaires en cas de prise à deux. C'est dans cette optique que les arrivées de Seth Curry, 45% à 3 points la saison dernière, et de Danny Green, 37% mais peut grimper jusqu'à 40% quand il est en confiance, vont se montrer déterminantes. En théorie donc, l'attaque des Sixers devrait mieux tourner cette année. Plus que jamais, Ben Simmons en sera la pierre angulaire et presque le seul dépositaire de son jeu. D'autant plus que malgré les rumeurs insistantes autour d'un potentiel trade pour Harden, Morey lui a réaffirmé sa confiance. Le manque de playmaker est sûrement le plus gros point faible de ces Sixers version 2020-2021. Derrière Simmons, on ne trouve aucun vrai meneur de formation. Curry est un bon créateur, mais exclusivement pour lui-même. Et Milton et Thibault sont plus des postes 2 dans l'âme. On tient là l'un des axes d'amélioration de l'équipe. S'ils veulent aller loin en play-off, il faudra trouver un autre playmaker d'ici la trade deadline. Ce n'est pas la seule interrogation. Quid de Tobias Harris ? Peut-il vraiment être performant dans ce rôle de catch and shooter ? On a tendance à penser que non. En tout cas, ce ne sera jamais son utilisation la plus optimale. À quoi bon surpayer un joueur pour ne pas en tirer son maximum ? Merci beaucoup, Elton Brand. Lueur d'espoir pour les fans, les jeunes progressent bien. Thibault, Milton et Korkmaz montrent de belles choses. On attend maintenant de voir Maxey en action. Ensuite, déjà une bonne défense l'année dernière, Philly devrait le rester. L'ajout de Dwight Howard en doublure d'Embiid est excellent et permettra de limiter la casse en cas d'absence du Camerounais. Ce qui arrive assez souvent, on doit se le dire. Donc voilà, comme vous avez pu le comprendre, nous sommes plutôt optimistes en ce qui concerne les Sixers. Si un outsider peut aller chercher l'un des 4 favoris, c'est bien eux.
Attention en revanche à ne pas tirer trop rapidement des plans sur la comète. Avec Philly, on est régulièrement déçu. Patience donc. L'autre équipe que l'on classe parmi les outsiders, ce sont les Raptors. Pour la première fois depuis des lustres, les Dinos ne font plus partie des favoris. La faute à une free agency qui a laissé un trou béant dans leur secteur intérieur. Ibaka et Gasol mettent les voiles direction LA. Défense qui encaissait le moins de points la saison dernière, Toronto maintenait ses adversaires à moins de 50% de réussite dans la raquette. Même s'il peut se montrer très intéressant offensivement, Aaron Baines ne suffira pas à compenser. Alex Len, lui, mérite-t-il vraiment d'être mentionné ? Si les Raptors pourront toujours compter sur une défense extérieure exceptionnelle, ils devront, en revanche, rebâtir une protection de cercle digne de ce nom. Pascal Siakam sera vraisemblablement très sollicité. Malheureusement, il devra également assurer en attaque. La saison ne sera pas de tout repos pour le Camerounais. Comme on vous en a récemment parlé dans un précédent épisode, la priorité de cette free agency était de re-signer Van Vliet. Chose faite, mais pas à n'importe quel prix. Disons qu'ils ont limité la casse. La prochaine grande question concerne Kyle Lowry. Faut-il le prolonger ? Pour combien de temps ? À quel prix ? À 34 ans, mine de rien, Kyle Lowry n'est plus tout jeune. Le conserver voudrait dire ne plus avoir de flexibilité financière. Ça ressemble à une balle dans le pied. Mais le laisser partir, c'est avoir tout à rebâtir, ou presque. Choix cornélien donc. S'il décide de le garder, la vraie question est: à quoi peut vraiment prétendre une équipe avec Pascal Siakam, aussi bon soit-il comme franchise player ? Pas remporter un titre en tout cas. Ça sent la fin de cycle chez les Dinos. Même s'il ne faut pas les sous-estimer, il faut avouer que leurs crocs sont moins aiguisés que ces dernières années. Heureusement pour eux, Masai Ujiri est à la barre. À moins qu'il soit lui aussi sur le départ. Quoi qu'il en soit, Toronto dispose de plusieurs bons jeunes joueurs à développer. Là-dessus, on peut toujours compter sur une formation interne de grande qualité. Pour espérer faire aussi bien que la saison dernière, Chris Boucher et OJ Anunoby devront passer un cap. Pas besoin d'un développement incroyable à la Siakam, mais au moins un minimum pour tenter de compenser le départ progressif de certains cadres. Cette année, les Raptors seront présents et resteront un sérieux poil à gratter pour les favoris. Mais pour combien de temps ? Maintenant qu'on a bien fait le tour des cadors de cette conférence Est, passons un peu plus rapidement sur les équipes playoffables, c'est-à-dire celles qui peuvent prétendre jouer le play-in, voire peut-être plus pour certaines. Les Wizards. Bonne chance pour pronostiquer ça. C'est un peu l'électron libre de la conférence. Le genre d'équipe capable de taper très fort ou de faire un flop monumental. En théorie, quand tu prends plus ou moins le même roster que l'année dernière et que tu rajoutes Russell Westbrook et Deni Avdija, tu ne peux que progresser. Tout l'enjeu réside donc dans la relation entre Westbrook et Bradley Beal. S'ils arrivent à cohabiter, il ne fait aucun doute qu'ils réussiront à accrocher les playoffs. Dans le cas contraire, cela pourrait bien mener au départ de Beal. Comme vous, nous sommes dans l'expectative et on a hâte de voir ce que ça va donner. Ce sera très certainement fun à voir jouer, mais les amateurs de défense devront se cacher les yeux. Après quelques années dans les bas-fonds de la conférence Est, cette saison marquera-t-elle le grand retour des Hawks en play-off ? Pour les play-offs, on ne sait pas, mais Trae Young et sa bande ont largement les capacités d'au moins jouer le play-in. On vous a déjà parlé de la Free Agency d'Atlanta dans l'épisode 15 du temps mort. Pour résumer, l'équipe s'est renforcée dans 2 des secteurs dans lesquels elle était totalement à la ramasse, à savoir l'expérience et le shoot à 3 points. Cette année, les jeunes auront de bons mentors pour les épauler. Par contre, au niveau de la défense, on n'y est pas encore, même si les renforts de Rajon Rondo, Chris Dunn et Onyeka Okongwu sont plus que les bienvenus. Mais qui dans le roster va se coltiner les Jason Tatum, Giannis Antetokounmpo et même Chris Middleton ? Pour l'instant, personne. Même si les Hawks ne seront véritablement pas un rempart impénétrable, on peut espérer que cette fois, ils ne concéderont plus près de 120 points par match. Après nous avoir prouvé qu'il pouvait avoir des stats dignes d'un All-Star, Trae Young doit maintenant apprendre à porter son équipe vers la victoire. Il a prévenu, il ne veut plus jamais être privé de play-off. Elle lui de mêler les paroles aux actes. De toute façon, avec une telle profusion de talent, si ce n'est pas pour cette saison, ce sera certainement pour celle d'après.
Il n'est pas nécessaire de s'attarder des heures pour résumer la situation au Magic. L'équipe a atteint son plafond de verre. Elle est trop bonne pour être bien placée à la draft et pas assez pour faire un bon coup en play-off. La pire position possible pour une franchise NBA. Dans l'état actuel des choses, il n'y a pas de raison pour que le Magic ne soit pas dans la course cette année encore. Peuvent-ils espérer faire aussi bien que la saison dernière ? Pourquoi pas ? Oui. Faire mieux ? Non, on ne pense pas. En tout cas, ils ont l'expérience et le vécu qui manque aux jeunes équipes émergentes de leur conférence. Pas si loin de se qualifier en 2020, les Bulls doivent impérativement accrocher une place en play-off cette année. Sinon, on imagine que ce sera très compliqué de garder Lavine l'été prochain. Ce dernier a montré qu'il pouvait jouer à un niveau All-Star. Ses jeunes coéquipiers arrivent à maturité. Le mélange entre expérience et jeunesse est plutôt bien dosé. C'est le moment. En revanche, un gros manque à la main, notamment au niveau du playmaking, pourrait leur être très préjudiciable. Attention à ne pas trop se reposer sur Zach LaVine, régulièrement sujet aux blessures. Alors, les Bulls en play-off, est-ce que c'est possible ? Oui, tout à fait. Est-ce qu'on y croit ? Moyennement. Après avoir distribué les bons points, passons maintenant aux losers. Conférence Est oblige, nous parlons là du gratin des tankers en NBA. Malheureusement pour nos franchises, ça ne sent pas bon à Détroit. Le projet va un peu dans tous les sens. Par exemple, nous ne sommes pas convaincus par la signature de Jerami Grant. Un problème de compatibilité avec le roster, pas de qualité de joueur. On a l'impression que les Pistons ont le cul entre deux chaises. D'un côté, ils se disent, on a Blake Griffin, Derrick Rose et des jeunes intéressants. La concurrence, même si elle augmente, n'est pas la même qu'à l'ouest, donc pourquoi pas tenter un run. Et de l'autre, on entreaperçoit un désir de tout démolir pour mieux reconstruire. La deuxième solution finira par s'imposer d'elle-même. Ce serait vraiment très étonnant que Derrick Rose et Blake Griffin soient encore des Pistons d'ici quelques mois. Si ce n'est pas les deux, au moins un d'entre eux sera tradé contre des contrats expirants et des tours de draft. Une reconstruction classique en somme. On sort le tank et on attend. L'autre équipe en laquelle on ne croit pas du tout, c'est Charlotte. Leur roster est déséquilibré au possible avec plusieurs guards vraiment intéressants d'un côté et un secteur intérieur presque inexistant de l'autre. Pas impossible que la franchise se fasse piller d'ici la trade deadline d'ailleurs. Et oui, il faut faire de la place pour LaMelo. Dans la famille Ball, de la place, on en prend. L'objectif, c'est ça, non ? Donner le maximum de ballons à LaMelo et voir ce qu'il vaut. Sans oublier bien sûr de capitaliser au maximum sur sa hype au passage. C'est un peu la curiosité 2020-2021 comme a pu l'être Trae Young par le passé. On espère, cela dit, qu'au milieu de tout ça, Gordon Hayward puisse enfin relancer sa carrière. Bon, c'est mal parti. La saison n'a pas encore commencé qu'il s'est déjà fracturé le doigt. Pour les Knicks et les Cavs, on n'a pas vraiment d'attente, si ce n'est voir les jeunes talents progresser et grandir. Isaac Okoro, Darius Garland et Colin Sexton d'un côté, RJ Barrett et Obi Toppin de l'autre. Wait and see. Pour les Pacers, c'est plus problématique. Après avoir passé quelques années dans le haut du tableau, on ne croit plus vraiment à cette équipe. Il est temps, selon nous, de sortir le tank. Voilà, cette deuxième vidéo complète notre tour d'horizon de la conférence Est. Philadelphie en embuscade juste derrière les 4 favoris. Des dinos, eux, qui sont en voie d'extinction. Puis, des jeunes équipes émergentes avec les Hawks et les Bulls. Ce n'est pas encore la jungle, mais la conférence Est reprend du poil de la bête. Ça doit faire plaisir aux fans des 90s. En tout cas, prêtez-vous au jeu en commentaire et donnez-nous un petit peu vos previews. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour attaquer la conférence Ouest. Et d'ici là, crossez bien.